bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Avant de laisser la parole à la nouvelle fille de la campagne, je dois vous parler d'un magazine qui fait sens avec mon projet, avec mon podcast. Est-ce que vous connaissez le magazine Famosa ? Eh bien, Famosa, c'est le magazine des femmes en Périgord. Famosa va à la rencontre des femmes qui font le territoire, la ruralité. Alors, celles qui osent, celles qui prennent la parole, celles qui aident, celles qui entreprennent. Pour moi, c'est un peu comme les nouvelles filles de la campagne, mais en version papier. De mon côté, un micro, de l'autre, un stylo. À nous deux, une belle histoire. Avec Famosa, nous avons décidé de vous partager une chouette histoire, un beau portrait de femme, et cette femme, c'est Sabrina. Vous pouvez retrouver Sabrina dans le prochain Famosa qui sortira le vendredi 5 juillet. Vous pouvez retrouver Famosa dans toutes les bonnes presses de la région et surtout, vous pouvez vous abonner en ligne sur le site Réussir le Périgord. Je serai heureuse de voir vos photos du magazine Famosa sur les réseaux. Pour le moment, on laisse la place à Sabrina. Bonne écoute! Aujourd'hui, je ne reçois pas. Non, je suis reçue dans un endroit un peu extraordinaire. Je vous partagerai quelques photos si madame me l'autorise. Bonjour Sabrina. Bonjour Sandrine. Tu m'autoriseras pour les photos ou pas ? Bien sûr. Je pourrais prendre le choucal. Ouais, tu peux. Enfin, la photo du choucal. Voilà. Bon, tu peux prendre une feuille en si même tu temps, veux. ça fait un peu bouquet de mariée. Donc, je te l'ai dit il y a quelques minutes. Sur la route pour venir, puisqu'on a 40 minutes à peu près de distance, je le dis à tout le monde, officiellement, nous sommes à 40 minutes l'une de l'autre. Il y a une question qui m'est venue en tête, une question que je t'ai pas notée sur la petite trame de nos échanges, c'est finalement, qu'est-ce qui t'a motivé, qui ou quoi, à participer à ce podcast ? Finalement, pourquoi tu es avec moi aujourd'hui ? Enfin voilà, qu'est-ce qui t'a donné si elle dit « tu m'as forcé », je suis mal. Non mais je me suis posé cette question, tiens, qu'est-ce qui peut me motiver, qu'est-ce qui à un moment donné donne le go à certaines filles, nouvelles filles de la campagne, à dire bah ouais tiens j'ai envie de discuter avec toi et de partager. Eh ben écoute, on m'en a parlé et je me suis dit est-ce que ça serait pour moi ? J'étais pas vraiment sûre en fait par rapport au sujet que tu avais, si c'était vraiment pour moi et je me suis dit... Par rapport à ta vie ? Oui, par rapport à ma vie, par rapport à mon métier, par rapport à tout ce qu'on va parler là. Ouais. Et puis, quand on s'est eu, je ne sais plus, par message, par téléphone, je ne sais plus en fait. Par l'intermédiaire d'un kiné. C'est ça. Quand même, faut le faire. Ouais. Le même kiné, quoi. Oui, tout à fait. Et ça parle dans une salle de kiné. Ouais, c'est bien. Au départ, c'était Instagram aussi. Oui, il y a eu kiné, Instagram. Toi, tu as entendu parler de moi par Instagram. Moi, j'ai entendu parler de toi par le kiné. Et c'est comme ça qu'on s'est rejoints, en fait. Ouais, un truc comme ça. Tu m'as contacté par message sur Instagram, je crois. Ouais. Et puis après, en fait, on s'est eu au téléphone. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment pour moi ? Et pourquoi pas ? Après, quand tu m'as dit, tu vas me parler de ça, je suis ouais. Puis quand j'ai écouté quelques podcasts, je me suis dit, oui, c'est une histoire qui peut être intéressante et intéresser des personnes. Qu'est-ce qui t'a fait douter au début sur le fait que finalement tu pouvais ne peut-être pas rentrer dans les cases dans lesquelles tu avais l'impression, cases du podcast ? Ouais, parce que en fait, moi, le métier dont on va parler, je le faisais déjà avant en fait de venir ici. Donc je me suis dit, c'est pas vraiment un nouveau métier que je vais faire, mais j'ai développé d'autres choses par ici en fait, pour m'adapter à la région. Aussi. D'accord. Oui. Ok. Tu fais de la naturopathie pour les animaux maintenant ? Non. Pour les plantes. Non. Bon, en tout cas, je te remercie. Alors maintenant, dis-nous qui tu es, Sabrina.
Et ben voilà, je suis Sabrina. Merci, au revoir, le podcast est terminé. Je suis contente. Alors, tu veux tout savoir? Non, j'ai 54 Tu nous dis ce que tu veux nous dire. J'ai 2 enfants, 2 grands enfants, 30 et 24, un garçon et une fille. La chance, toi. Ah oui, c'est vrai. Ils sont plus là. Bah, c'est bien et c'est pas bien en fait, parce qu'ils sont pas plaisante. dans la même région. Donc voilà. Donc je suis naturopathe, je suis chef en cuisine végétale et vivante, et j'accompagne en fait les personnes à jeûner aussi. Je suis accompagnatrice de jeûneurs et occasionnellement je construis des maisons. Voilà, C'est vrai le petit hobby en plus. En fait, on a un podcast, un épisode de 4 heures. C'est ça, un peu. On va faire 1 heure par métier, par sujet, par vie aussi. Par quoi on commence? Non. Ce qui est très important, puisque les gens nous entendent, ne nous voient pas, j'ai besoin que tu décrives ton environnement. Alors, où tu vis, tu n'es pas obligé de me donner le village, hein, mais dans quel environnement tu vis, tu évolues, dans quel environnement tu es heureuse, à quoi ça ressemble, avec des détails, s'il te plaît. Alors, par exemple, là, je te reçois dans une maison qui est construite avec des matériaux naturels. Donc, mon environnement, c'est vraiment dans la nature, autour de la nature, que ce soit de la maison ou quand je regarde par la fenêtre, parce qu'on a dans le Périgord vert, et j'ai un peu eu envie de reproduire cet extérieur à l'intérieur. Mais encore, j'en veux plus, madame. Mais encore. J'en veux plus. Tu veux vraiment qu'on Alors, en rentre dans le détail ? un petit peu. Tu as parlé de matériaux recyclés, ça veut dire quoi? Alors, la maison dans laquelle on vit, c'est une maison autoconstruite. Donc, c'est la deuxième que l'on fait. Recyclée parce qu'on a utilisé en fait des pneus et on a utilisé des bouteilles. Et après, ce sont des matériaux naturels parce qu'on a utilisé du bois et puis de la terre et de la paille. La terre de notre jardin et de la paille du voisin, comme je dis. Il y a une particularité quand même et qui est très 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 jolie. Quand on rentre chez toi, c'est une serre. C'est une zone tampon, qu'on peut l'appeler si on veut rentrer dans la technique. Ça s'appelle une zone tampon? Oui. Tampon dans la technique? Oui. En fait, c'est une maison qui est autonome et dans cette zone, tu vas avoir donc la serre, une zone comestible. Donc en fait, tu vas avoir un jardin qui... Jardin que je pourrais avoir à l'extérieur, sauf que là, il est à l'intérieur. Exactement. Et là, en fait, on utilise l'eau, notre eau grise, pour l'alimenter, pour pouvoir l'hydrater, lui donner à boire et puis la nourrir. Les plantes poussent. Ouais. Et cette eau est filtrée par ces plantes et puis un système en fait qui est très bien fait et qui est réutilisé dans nos toilettes. Et après, ces toilettes, les eaux noires vont dans une phytoépuration. Donc on est complètement autonome, pas du tout raccordé à quoi que ce soit. Il y a quoi comme variété là dans tout ce qu'il y a? Enfin, quelques exemples. Hein, alors on fait des essais parce que vu que c'est quand même une serre et elle peut être très chaude, très froide, non, parce qu'elle va descendre à 11 degrés, on va dire. Mais par exemple, des tomates, on en a toute l'année. Ah oui, t'en as toute l'année. Toute l'année. Du chouquel, on en a toute l'année. Du persil, on en a toute l'année. De la ciboule. Enfin, il y a plein de choses qu'on a toute l'année. Et puis après, on fait des essais avec d'autres plantes. En fait, les trucs, ça marche pas. Par exemple, là, on a un bananier. Ouais. Et c'est un bananier qui devrait donner, grand bananier là, qui devrait donner en fait bientôt une fleur avec un régime de bananes, puisqu'il vient lui-même en fait d'une maison comme la nôtre à 40 km d'ici. Et donc, il a produit, donc on a pris un bébé de ce bananier. Ok. Voilà, beaucoup de plantes. Pareil, on fait des tests aussi, et je fais du bouturage, et je donne, parce que ça produit tellement que, voilà. Et j'adore ça, le partage avec les plantes, avec aussi mon autre métier dont on va parler tout à l'heure. Ça marche. Bon, je pense que pour la description de l'environnement, on est OK. En tout cas, moi, là, après, je voulais juste rajouter qu'on était dans une très jolie cuisine aussi. Merci. De rien. Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Alors, ça fait combien de temps que l'on est ici ? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans et demi. Tu as dit tout à l'heure qu'effectivement, c'était la 2e construction. Donc, j'entends que tu en as déjà fabriqué une. Oui. Enfin, vous en avez fabriqué une. Tu Oui. pas toute seule quand même. Ah non. Toute seule, je crois que je pourrais pas. Ouais, parce qu'il faut dire que c'est quand même grand. Hein. La surface, ça fait combien ?
230 mètres carrés. Ouais, donc 230 mètres carrés. Ouais, donc c'est quand même assez volumineux. Donc ça n'est pas la première, c'est la seconde. Mhm. La première, elle était dans une autre région. Donc Oui. on va faire le maillage avec ton changement de territoire. Oui. Tu peux nous dire d'où tu viens ? Alors, on vient de l'Oise, au-dessus de Paris, donc à côté de Compiègne. Et donc on a construit notre première Earthship inspirée, ou géonef, dans cette région-là. Qu'est-ce que tu as dit ? Le Alors, Earthship inspiré. Oui. Et après, tu as dit quoi ? Géonef. En D'accord. français, on l'appelle géonef. En français, on l'appelle géonef. Ouais. D'accord. Je ne Parce savais qu'en pas. fait, le Earthship, c'est un mot qui est déposé. C'est une marque ? Oui, c'est ça. Par Michael Reynolds. Donc, mais quelle formidable transition, N'est-ce parce pas ? que j'allais te dire, est-ce que ça ne serait pas l'idée d'une personne qui s'appelle, alors sur mes notes, on va dire Mike Reynolds, donc un Américain, c'est ça ? C'est ça. Tu... Un fou. Un fou. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, sans nous en dire des tonnes, mais un peu expliquer qui était cette personne et comment est arrivé ce concept, et après comment c'est arrivé à toi ? Ouais. C'est parti. Alors, c'est un architecte, comme je dis, un peu fou, mais moi j'aime bien les gens qui sont un peu fous parce qu'ils ont des idées formidables. Et en fait, il a conçu cette maison pour pouvoir permettre aux gens de construire rapidement avec des matériaux de recyclage et donc pas cher aussi. Tu vois, donc, Rapide et pas cher. rapide et pas cher. Alors aujourd'hui, comme on dit, c'est un Earthship inspiré. Donc on s'est inspiré en fait de ces méthodes parce que lui, ce qui est important aussi, c'est l'autonomie en eau, en électricité, en chauffage, parce que tu chauffes très très peu cette maison ou pas du tout. Ça dépend où tu vas la mettre. Donc inspiré aussi parce qu'on a adapté selon la région où tu es en France, par exemple. Par rapport à l'humidité, parce que toutes ces maisons sont construites en fait au Nouveau-Mexique, donc c'est pas du tout le même climat que chez nous. Initialement, c'est Nouveau-Mexique. Voilà. Là-bas, il y en a plus de 1000, quoi. Et ici en France, on est à, je sais pas, aujourd'hui, on est peut-être à une quinzaine, tu vois. Seulement ? Oui. Donc tu fais partie de vraiment de. Nous, on a fait 2, quoi. 2 dans les 15, hein. Donc, 2 dans il en les reste 15. 13. Mais Nouveau-Mexique, mais ça doit. Hyper chaud dans leur truc. Alors, il fait chaud, mais en même temps, il fait très froid l'hiver aussi. Tu vois, donc parce que c'est dans les montagnes et donc il y a par contre un taux d'ensoleillement qui est très important. Donc pour l'autonomie en électricité, c'est très bien, quoi. Donc on s'adapte ici aussi à ça, au climat. Donc pour l'autonomie en électricité, pour l'eau, pour le chauffage, voilà. Est-ce qu'il y a des régions, par exemple, des endroits où tu pourrais jamais faire ce type d'habitation ? Je pense pas, tu peux le faire partout. Voilà. Donc faut s'adapter, faut réfléchir en fait. Parce que quand tu dis faut s'adapter, alors donne-moi des exemples concrets. Par exemple, contrairement à l'Oise, nous on a fait en fait cette maison dans l'Oise parce qu'on avait le terrain et que y a des choses qui ont fait qu'on n'a pas pu aller ailleurs alors que c'était prévu qu'on aille ailleurs. Ouais. Et donc dans l'Oise, on a un taux d'ensoleillement qui est moins important qu'ici, mais par contre ici, en fait, il y a beaucoup de brume. Parce que même si on est à 300 mètres d'altitude, on est toujours plus haut que dans l'Oise. Et donc la brume, ça, on ne l'avait pas calculé dans l'autonomie. Et donc la lumière ne passe pas. Et donc là, il a fallu en fait qu'on rajoute des panneaux solaires, faire une installation électrique un peu différente de ce qu'on a fait dans l'Oise. Même s'il y a plus de lumière ici, malgré tout, il y a des moments, en fait surtout janvier, février, où c'est un peu compliqué. À cause de la brume. Parce que finalement, à cause de la brume, parce que là, on a quand même plus de lumière que lorsqu'on était dans le nord, toi et moi. Oui, il y a plus de lumière, mais quand même, il y a cette épaisse couche de brume qui fait que ça empêche de passer. Et on a modifié certaines choses. Aujourd'hui, ça va très bien. Mais il a fallu quand même qu'on s'adapte différemment à ce qu'on a fait en fait dans l'Oise. Vous découvrez ça comment, tous les deux ? Par un reportage ou... Pas tout de suite. En fait, nous, on travaillait l'autonomie alimentaire depuis très longtemps, depuis le début qu'on était ensemble. Donc, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. On habitait dans un lieu qui se prêtait pas à être autonome en électricité, par exemple, parce qu'on était mal placé, etc. Et on cherchait à travailler les autres autonomies, on va dire, électriques, le chauffage, l'eau. Donc, on était déjà en récupération d'eau depuis très longtemps. Et en fait, on cherchait vraiment une maison complètement autonome. Donc on a cherché, puis en cherchant en fait sur Internet, tu tombes sur une petite vidéo qui est super bien expliquée, rapide.
Et c'était génial, quoi. Et la cerise sur le gâteau, moi, c'est quand j'ai vu ça, au départ, je me suis dit, oh, c'est bizarre quand même, une maison avec des pneus. La question que tout le monde se pose, je dis, t'es sûr que ça tient? Ça tient bien, ça va. Mais moi, le plus, en fait, c'était cette serre, en fait, voilà, cette serre, cette zone comestible que tu avais en plus, en fait. Voilà, puisqu'on travaillait déjà l'autonomie alimentaire. C'est ça, la cerise sur le gâteau? Ah, c'est ça. Moi, c'était vraiment, j'ai dit oui, on y va, quoi. Autoconstruction, ok, on bricole pas mal. On a déjà construit chacun de notre côté des maisons, rénovées, etc. Ouais. Donc, moi, depuis l'âge de 19 ans, c'est mon hobby, on va dire, construire des maisons. Après, comment faire? Ouais. Parce que rénover... T'as regardé 12 500 tutoriels pas du tout. sur YouTube. En fait, tu fais venir un architecte qui te démonte complètement le projet parce qu'il aime pas. Et donc, tu laisses de côté, et puis le temps passe, t'as ton boulot, t'as ta vie à faire, et puis un jour, tu cherches encore, tu continues, parce que c'est toujours dans ta tête, c'est toujours là, et puis tu trouves sur Facebook quelqu'un qui construit ce genre de maison. Ouais. Et tu le contactes, et tu Ouais. dis, en fait, t'as fait un exemple. Voilà, t'as fait avec un référent. qui t'aide à faire ça, en fait. Et puis, on nous a donné, en fait, une personne qui est venue nous voir et qui a dit, OK, on se lance. C'était sa première maison complète qu'il allait faire avec nous, quoi. Donc, il nous a accompagnés pendant 6 mois à cette construction de maison. Voilà, à faire les plans, à déposer le permis et puis à nous aider à construire. Tu viens de dire 6 mois. 6 mois de préparation. Alors, oui, tu as 6 mois de préparation Ouais. au moins, mais 6 mois de construction. Autoconstruction, tout en travaillant à côté. Donc 6 mois, non-stop. Ouais, mais 6 mois alors que tu travaillais. Ça veut dire que si tu ne travaillais pas, enfin, si tu avais tout ton temps, toutes tes journées, ça pourrait être fait en bien moins de temps. Alors, c'est ça? Non, Si je comprends 6 pas. mois, parce qu'en fait, c'était 5 heures du matin jusqu'à 8 heures départ du chantier. De 8 heures à 17 heures, on était sur le chantier. De 17 heures à 22 heures, on était au boulot. C'était des très, très grosses journées. Donc, on a mis 9 mois pour faire la maison. Il nous a accompagnés pendant 6 mois, mais il nous a fallu 9 mois, jour pour jour, pour rentrer dans la maison complètement finie. Installé à l'intérieur. Ouais. Aménagé, Ouais. c'est ça que je veux dire. Aménagé. Voilà. Comment ça se passe de vivre dans cette première maison? Enfin, non, c'est peut-être pas déstabilisant, mais est-ce que ça change beaucoup d'habitude par rapport à une maison classique? Oui, parce que c'est l'autonomie. L'autonomie, ça fait rêver, mais en même temps, c'est toi qui dois tout gérer. La maison, tu la gères complètement. Ton eau, c'est des filtres, il faut les nettoyer, il faut les surveiller. L'électricité, tu vis avec. Tu fais pas une machine à laver le soir, par exemple. Tu fais une machine à laver quand il y a du soleil. Là, si ça se trouve, dans 2 minutes, on n'a plus de courant et j'ai plus d'enregistrement. Non, ça va, on a de la réserve quand même. Bon, après, c'est aussi travailler l'autonomie électrique. Ça, c'est ce qui est le plus important à faire et le plus long à faire. C'est de se dire, eh bien, on va pas adapter sa consommation, on va adapter notre système à une nouvelle consommation. C'est-à-dire qu'on va réduire notre consommation. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai besoin vraiment d'un gros frigo? Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'un four électrique? Comment je peux faire autrement? Est-ce que j'ai besoin d'un toi, tu as grille-pain? trouvé des solutions pour ça. Oui. Est-ce que j'ai besoin... Oui. Elle n'a pas compris tout de suite et puis tout d'un coup, oui, c'est vrai, c'est mon métier. Est-ce que j'ai besoin d'une bouilloire? Est-ce que j'ai besoin d'un sèche-cheveux? Qu'est-ce qui va consommer dans une maison? C'est tout ce qui a résistance électrique. Est-ce que j'ai besoin de toutes ces choses qui ont une résistance électrique? Eh bien, tu trouves une solution pour faire autrement. Soit tu les enlèves, ou soit et tu peux vivre sans et tu vis très bien sans. Parce que tu crois en fait que plus tu as d'objets et mieux tu vis, mais c'est le contraire en fait. Plus tu en enlèves et mieux tu vis. Tu as moins de tracas dans ta tête. T'as moins de petits sacs de sable. C'est ça, c'est moins lourd. Et donc tu réduis tous ces objets qui consomment beaucoup d'électricité. Et donc tu en viens à te dire en fait ton système électrique il va être parfait quoi. Et voilà, et tu vis en fait autrement qu'une maison classique, c'est-à-dire que tu es toujours, tu regardes, parce que de toute façon cette maison est faite de vitres, donc tu vis avec l'extérieur, donc le soleil, la pluie, parce que la pluie c'est important aussi pour l'autonomie en eau. Donc on a une grosse capacité de réserve d'eau, et ce qu'il faut faire aussi dans une maison comme ça, c'est toujours un plan A, un plan B, un plan C. Tu as une réserve d'eau, ok, mais est-ce que tu en as d'autres? Ah oui. Toute toiture ici, on a une réserve d'eau. On a des puits. Si tu n'as pas ça, en fait, tu crées une mare. Voilà, l'eau, c'est super important. Voilà, donc le soleil, pour l'eau chaude sanitaire, c'est le soleil ou c'est le bois. Voilà, on a toujours plusieurs méthodes, plusieurs façons en fait pour être autonome.
Dans la première expérience, Mhm. est-ce qu'il y a eu des premiers couacs parce que j'imagine qu'au départ, tu n'avais certainement pas tout ce savoir et cette connaissance que tu as aujourd'hui quand on parle. Est-ce que les premières semaines, les premiers mois, il y a eu des trucs, je sais pas, une anecdote ou un truc qui n'a pas été cool et que vous n'aviez pas pensé, vous n'avez pas géré? Et ce qui est normal, je pense. Alors, on n'a pas eu le temps de vraiment vivre dans la première maison, déjà. On a vécu 1 an, quand même. Mais il faut plus d'une année pour vraiment... Ah oui, Ouais. bien mesuré. C'est ça. Et alors, donc ici, Et donc- alors finalement ici. Ouais, bah là, ça fait... oui, on attaque la 2e année. Ouais. Donc au total, tu as Parce quand qu'en même fait- plus de 2 ans de vie dans une Oui, airship. oui, on a construit ces 2 maisons en 3 ans. Hmm. Donc, le recul, c'est... oui, l'anecdote qu'on peut avoir sur la première maison, c'est qu'il ne faut pas oublier d'éteindre les robinets quand tu arroses tes arbres parce que sinon tes cuves se vident. Donc là, on a eu chaud. On l'a vu à temps. Ouais. Et donc, c'est pas. Voilà, il faut faire attention. L'anecdote, c'est oui, quand tu as plus de 5 semaines sans soleil, et ben, là, c'est chaud, quoi. Tu te dis, waouh, comment tu fais? Cet hiver, ça a été. Cet hiver, ben, il a fallu s'adapter. Il a fallu, c'est cet hiver, ce premier vrai hiver, Ouais. on va dire, où il a fallu adapter notre système. Donc on l'a rééquilibré et tout va bien aujourd'hui. T'as bidouillé à de la technique ou La t'as technique. modifié, toi, t'as vécu à la bougie, par exemple? Non, non, on a revu la technique. D'accord. Ouais. Ok. Non, la bougie, c'est sympa aussi. Hein. Oui, oui, pour l'intimité, le couple, tout ça, c'est pour l'hiver aussi. Après, l'anecdote, ben, c'est vrai que l'été, par exemple, on a eu une grosse canicule le premier été dans l'Oise. Ben, tu sais pas encore gérer ta maison. Et ben, c'est pas une douche tous les jours. Tu te laves au lavabo parce que tu te dis, tu sais pas en fait combien de temps ça va durer cette canicule. Ouais. Combien de temps ça va durer, combien de jours encore sans eau, quoi. En fait, t'es toujours flippé, quoi. Bah, flipper, non, parce que bon, c'est pas non plus dramatique. On vit pas au fin fond des bois et puis on a toujours un plan B, de toute façon. Donc, c'est toujours mieux en fait de se dire, t'as créé une maison, faut qu'elle fonctionne, quoi. Si tu fais un truc, J'ai l'impression ça quand même marche que pas, c'est un c'est espèce embêtant. d'apprentissage quand même. Ah oui. C'est un Ouais. apprentissage. Ah oui, c'est une maison qui vit aussi parce que le potager intérieur, il faut de l'eau, il faut l'utiliser l'eau. Donc l'eau, c'est ce qui va venir alimenter ces plantes. Donc si tu prends pas de douche et si tu fais pas de vaisselle, et ben t'as pas d'eau dans la cellule botanique. S'il fait très chaud, en fait, 2 semaines. Sans personne ici, en fait, tes plantes, elles ont besoin d'eau. Il faut quelqu'un qui vienne, je sais pas, remplir une baignoire, faire couler l'eau. Et là, Donc t'invites des gens à venir se laver chez toi quand t'es pas voilà, là. t'invites des gens et puis tu leur dis, tu ouvres le robinet pendant 1 heure et puis voilà, quoi. J'aime pas dire gaspiller parce que là, c'est pas gaspiller, au Non, contraire. mais En fait, utiliser, c'est bien utiliser l'eau pour nourrir nos plantes qui vont nous nourrir. Donc on a pris le luxe aussi de mettre une baignoire parce qu'en fait, avant je prenais jamais de bain parce que pour moi c'était pas possible en fait d'utiliser 300 litres d'eau pour gaspiller, on va dire entre guillemets. Aujourd'hui, c'est quelque part, je me dis, il pleut, je prends un bain et puis après cette eau elle va me nourrir, on va dire quelque part. Donc, c'est vertueux. Oui. 2 questions pour finir avec ça, je pense. La chose que tu kiffes le plus dans ce type d'habitation? C'est je me lève. Déjà, en fait, je me réveille, j'ouvre les yeux et on n'a pas de rideau. Oui, j'ouvre les yeux quand je me réveille. On n'a pas de rideau, on n'a pas de volet chez nous. Et c'est toujours voir. Déjà, je me réveille avec j'ai la chance de pouvoir me réveiller avec la lumière du soleil, la lumière en fait, Oui, tout la simplement. lumière, ouais. Et de me dire, waouh, c'est beau. C'est ce que je kiffe le plus, c'est ça en fait. C'est tous les jours, tu as un paysage différent. Et puis après, je me lève et je vais voir mes plantes. Ça, c'est vraiment la première chose. Les fleurs, les kiff. plantes. Ouais, ça, c'est le kiff. Et peut-être la chose la moins heureuse, ou des fois qui te prend la tête. Tu dis, j'en ai marre, je vais retourner dans une maison normale. Ah non, c'est jamais arrivé. C'est impossible. Bon, alors c'est la jamais chose arrivé. la plus, je sais pas, je sais pas, vas-y, aide-moi. Alors, on va dire que les méthodes ont été un peu différentes de fabrication. Et entre la première et la deuxième? Ouais. Dans l'Oise, en fait, on a fait les murs en ossature bois, laine de bois, pharmacelle, voilà. Donc, c'est des murs qui sont plutôt bien finis, droits. Ici, on a fait le choix de faire en terre et en paille. Donc, alors là, c'est normal que ce soit pas droit, mais tout ce qui est les cloisons internes, elles sont faites tassées
la paille et de la terre. Et donc là, c'est vrai qu'il faut accepter une maison qui est tordue, organique, on va dire. Ah. Donc c'est ça qu'il faut arriver à... Parfois, ça, j'ai un peu de mal, en fait. Je me dis à refaire, je crois que je referais quelque chose d'un peu plus droit. Comme tu avais dans l'autre. Ouais. Tu vois, bon, ça va venir peut-être, tu vois. C'est pas du tout le même style que la première maison. Alors tout le monde me dit, ceux qui connaissent l'autre me disent que celle-ci est plus jolie, plus organique, plus vivante. Mais il faut l'accepter, quoi. Parfait, je pense qu'on a fait le tour sur cette chouette habitation. À moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Non. Après, si des gens sont intéressés, on a une chaîne YouTube sur laquelle ils peuvent aller voir. Donc, c'est Urgence Planète Verte. Et là, vous allez découvrir la maison et comment on l'a construite. Et vous pouvez nous envoyer des petits messages. On va se focaliser. Alors, j'avais mis sur la partie professionnelle, mais j'ai envie de sur les parties professionnelles. Alors, il y a des choses qui n'ont pas changé, des choses qui ont plutôt évolué. Il y a certains de tes métiers que tu avais déjà avant dans l'Oise, si j'ai bien compris. Tu peux me rectifier, oui. Tu dire que je dis n'importe quoi, tu peux aussi. Il y a des métiers ou des compétences, des expertises qui se sont ajoutées depuis que tu es ici. Mm-hmm. On commence par quoi ? Je sais pas, on peut aller dans comment je suis arrivée là. Et j'étais justement en train de me dire, mais avant de parler des métiers, est-ce que ce changement de territoire, parce que finalement, tu as cette Earthship dans l'Oise, tu veux en construire une seconde et... Ah non, je ne veux pas. Ah non, on t'a forcé. On m'a forcé. Comment on le dit, ça? On le dit ou on le dit pas? Si. D'accord, très bien. Alors tu vas le dire toi-même. On va reprendre sur plutôt donc, le changement de territoire. Déjà, avant d'attaquer effectivement sur tes 72 métiers, compétences et expertise, pourquoi passer de l'Oise au Périgord vert? Très bonne question. Je me la pose encore. Arrête, les gens vont dire que c'est nul ici. Non. Alors, quand on a fini la maison dans l'Oise, on a fait une fête. Pour dire, on a invité plein de gens, en fait, pour dire, voilà, on a fini, c'est super, venez, on fait la fête. Et tout le monde te dit, oh, c'est beau, c'est super, voilà. Mais toi, en fait, tu dis, c'est une maison, en fait, tu vois, et tu te rends même pas compte de ce que tu as fait, tellement tu es fatigué que tu n'en peux plus, et voilà. Donc, en fait, tu dis, tu fermes la porte à clé et tu pars 15 jours. Parce que là, quand tu reviendras, en fait, tu vas te rendre compte de ce que tu as fait. J'ai dit, il fallait qu'on pose les valises et puis qu'on prenne les valises, on va dire plutôt, et qu'on parte, voir un peu ailleurs. Un truc de dingue qu'on a fait, c'est que on est parti voir des copains qui construisaient un Earthship. Et t'as donné un coup de main. Et voilà. Super. Me demande jamais de venir en vacances avec toi parce que je viendrai pas. On a passé 3 jours à monter du pneu. Et en fait, j'adore ça. Et après, on est venu à Champ-Romain voir nos potes qui sont venus nous aider à construire pendant les 6 mois notre maison. Donc on s'est dit, ils sont venus nous embêter pendant 6 mois, on va les embêter pendant quelques jours chez eux. Là, t'es en train de parler de la première maison, hein? Oui, mais on est venu ici en vacances. Ah oui, et la révélation, c'est ça? Quand t'as vu Champ-Romain? Pas du tout. T'as fait waouh. Pas du tout. Bon, déjà, le Périgord vert, je connaissais pas du tout. J'étais très surprise par l'accueil des gens, en fait, la facilité de dialogue, ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a plu tout de suite. L'accueil, vraiment, on était reçus super bien. Sur les marchés et tout. T'as un marché, t'as 10 exposants et en fait, tu mets 2 heures pour faire ton marché parce que tu parles avec tout le monde, en fait, et c'est incroyable, quoi. C'est pas comme ça dans l'Oise? Ah non, pas du tout. Non. T'as 15 000 exposants et tu mets 20 minutes pour faire ton marché. D'accord. Parce que tout le monde s'ignore, en fait. L'exemple est très bon. Merci. Alors, pour dire exactement pourquoi on est venu là, parce que mon mari, quand il a vu le Périgord vert, il a dit « Mais c'est trop beau ici, c'est vert ». Il aime le vert, sûrement. Sûrement, comme tous les gens qui viennent ici. On est venu au mois de juillet, et puis c'était la canicule dans l'Oise, et c'était complètement grillé. Et quand tu arrives ici, c'était tout vert. Et nous, quand on a fait cette maison autonome, c'est aussi pour avoir de l'eau. Et on s'est dit, il s'est dit, dans l'Oise, au mois de juillet, plus d'eau, aïe aïe aïe. Donc il m'a regardé, il m'a dit, mais tu verrais des Earthships dans cette région. J'ai dit, si on a fait cette chaîne YouTube, c'est pour qu'il y en ait partout en France, au moins. Non, mais il me regarde et puis il me dit, mais en fait, non, on refait un Earthship, le nôtre. J'ai regardé, je me dis, t'es fou, ça fait même pas une semaine qu'on est dedans, c'est pas possible, quoi. J'ai dit non.
Et puis on est resté donc un petit peu avec les potes, puis on discutait, puis ils nous feront visiter le village, et puis ce terrain il est super, et puis ça serait bien. Campagne de séduction. Oui, c'est ça. Ça serait bien qu'il y ait plein de worship ici et tout. On pourrait faire une communauté, nanani. Alors moi, le mot communauté, ça m'a plu, tu vois. Parce que voilà, c'est vraiment une expérience humaine qui me plaisait à l'époque. Et j'ai pas dit oui tout de suite. J'ai réfléchi, puis je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Parce qu'à la base, on devait pas être dans l'Oise, en fait. Mais j'ai peut-être l'opportunité de le faire ailleurs. Et il y a eu aussi le fait qu'on ne pouvait pas construire ailleurs, c'est que mon mari avait une entreprise qui n'arrivait pas à vendre, et quand on a fini le worship, elle s'est vendue. Donc à mon avis, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ennuyer. Ah oui. Tiens, si je démontais des pneus. Si je reconstruisais une maison. Okay. Et donc au mois d'août, fin août, j'ai dit, ok, on y va, je suis ok. Si on achète un grand terrain et puis qu'on fait plusieurs worships, je suis d'accord. Et en fait, c'était l'objectif de trouver un grand terrain, et c'était celui-ci. Je me suis un petit peu battue quand même pour l'avoir, et on l'a eu. Et l'idée, c'était d'avoir au moins 3-4 worships dessus, avec 3 personnes. Donc il y a une personne qui est partie, qui ne fait plus partie du projet, mais une autre qui a déposé le permis et qui va bientôt démarrer la construction. Mais à côté de ça, la chaîne nous a fait découvrir plein de personnes qui sont venues à nous aussi pour nous aider pour cette deuxième construction, parce qu'on a fait du chantier participatif. Et pas mal de personnes cherchent des terrains, ont eu des terrains autour, près de chez nous, en fait, et construisent aussi ce genre de maison. Donc la communauté se fait, pas comme je l'entendais, mais en tout cas, elle se fait, et c'est cool, quoi. Donc c'est quand même un peu un hasard ou un concours de circonstances de se retrouver ici. Oui. C'est un hasard. Ouais. Aucun regret. Ou c'est le chemin de vie. Ou le chemin. C'est comme ça. Et tu t'es heureuse sur ce terrain? Ah, dis-moi. Parce que c'est dur, en fait. Tu mets entre parenthèses ton activité. Mon mari, lui, il avait revendu sa société, donc pour lui, tout allait bien. Mais moi, en fait, je mets entre parenthèses mon activité pendant 3 ans. Donc en fait, c'est ça qui est dur. Et tu vas dans une nouvelle région, il faut que tu refasses de la com, et c'est dur de faire de la com et puis de te faire connaître. Merci madame de le dire, est-ce que tu peux le répéter? C'est très dur, c'est fatigant, à un moment t'en as marre, en fait. Tu as l'impression d'être seule au monde. Tu vois, t'as envie de te poser un peu, t'as envie de te dire, bon ça roule, tu vois. Mais là en fait, j'ai l'impression de refaire les choses, quoi. C'était dur parce que, un peu comme moi aussi, finalement, de refaire son environnement professionnel, de comprendre aussi l'environnement dans lequel on vit, parce que c'est des nouveaux territoires, c'est de nouvelles personnes, etc. C'est une nouvelle façon de vivre. C'est une nouvelle façon de vivre, donc une nouvelle façon aussi de faire du business, si on peut parler de business. C'est pas dur, c'est pas forcément le territoire, c'est de réinventer à nouveau toute ta vie sur ce nouveau territoire. Après, le territoire en lui-même, cet accès à la nature, etc. Ça, c'est ce dont je rêvais depuis très longtemps, en fait. La nature, le calme, les gens. T'as une voiture tous les... je sais pas combien, en fait, qui passe devant chez toi. Et ça, c'est extraordinaire, parce que dans l'Oise, c'est infernal. C'est pas vivable. Enfin, pour nous, ça n'était plus vivable du tout. Les gens se connaissent pas. En fait, t'as un village, t'as 3000 habitants, et en fait, tu connais pas ton voisin. Ici, t'as des gens, ce sont pas tes voisins, tu les connais. Enfin, non, mais c'est... Il y a même des gens que tu connais pas qui te connaissent. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, ça combien de fois sur les marchés. Ah, mais après, quand t'as une chaîne YouTube ou c'est sur les réseaux, voilà. Mais c'est toi qui fais de la cuisine. Du pneu. Oui, du pneu. Peu importe la chaîne, en fait, voilà, on te reconnaît. C'est rigolo. À part le calme, le vert, effectivement, la tranquillité, les gens, il y a d'autres choses qui sont vraiment... qui te plaisent beaucoup sur ce territoire, ou même j'ai plutôt envie de te demander la ruralité, parce que dans l'Oise, t'étais pas en campagne, si c'est une campagne en fait. Mais pour l'Oise, c'est une campagne. Ouais, mais pour l'Oise. 3000 habitants, c'est Nontron chez nous, enfin tu vois, donc c'est la plus grande ville qui est à côté de chez nous, mais nous c'est notre village. Oui. On était en village, il y avait 7 fermes dans notre village, donc tu vois, ça reste, on est entouré de champs, donc on est vraiment dans un village. Alors est-ce que les deux campagnes sont... Pour toi, c'est 2 choses complètement différentes? C'est 2 campagnes, mais est-ce qu'elles sont très différentes? Elles sont différentes. Visuellement, déjà, je pense. Oui, visuellement. Oui, l'Oise, c'est plat quand même. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de... C'est que des champs de céréales? Ouais, c'est la Picardie. Perte de vue, ouais. Bon, des après, éoliennes?
Non, il n'y a pas d'éoliennes. Mais ça reste beau parce que c'est une région que je connais depuis toujours. Donc pour moi, ça reste ma région quand même. Donc c'est beau. Il y a des belles forêts, il y a des beaux châteaux. Ici aussi, mais c'est pas du tout les mêmes châteaux. Mais tu vois, pour moi, la France est belle en fait. Donc toute région est belle, que ce soit le plein nord, que ce soit le plein sud, que ce soit peu importe la diagonale du vide. Je veux dire, même si c'est vide, je veux dire, il y a des régions qui sont tellement belle, ça dépend ce qu'on recherche, ça dépend. Moi, la France, ça a été très difficile au départ de se dire on va partir ailleurs. C'était en dessous de Paris d'abord, mais où on savait pas. Donc ça s'est fait dans l'Oise. Et après, c'est comme tu dis, le hasard, on est arrivé en Dordogne, mais ça aurait pu être ailleurs. Ça aurait pu très bien être ailleurs, mais c'est comme ça. D'ailleurs, ça pourrait très bien être ailleurs plus tard. Je suis pas sûre, quand même. Pas tout de suite. Mais en fait, tu vois, je suis jamais restée très longtemps dans la même maison, donc est-ce que je vais arriver à rester longtemps dans une... Ça veut dire quoi, longtemps ? Mais en fait, je crois que je suis pas restée plus de 11 ans dans une maison. Ouais. Oui, bon, moi non plus, donc... Tu vois, donc est-ce que je vais arriver à tenir jusqu'à la fin de ma vie, tu vois ? Je sais pas, c'est une question que je me pose. Est-ce que je vais être bien toujours dans cet endroit, même si c'est magnifique, c'est ce que je recherche ? Est-ce que c'est ce que j'aurai envie dans 10 ans ? Je sais pas. On verra. Ouais, je sais pas si les nouvelles filles de la campagne, ce sera les vieilles meufs de la campagne, et puis on se donnera rendez-vous et on verra. Dans 10 ans, on se donne rendez-vous dans 10 ans, puis on en reparle. Ouais. Par rapport au territoire, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Par rapport au territoire, en fait, ce qui est sympa aussi, c'est que nous, on est arrivé un peu là, après Covid, tu vois. Et donc, il y a eu beaucoup de nouvelles personnes qui sont venues. Et donc, on a rencontré beaucoup de personnes comme nous qui recherchent la même chose que nous. Et ça fait du bien. Parce que quand tu construis ce genre de maison dans l'Oise et tu cherches l'autonomie, eh ben, t'es un peu pris pour un fou. Vraiment, en fait. Que ici, t'es mieux compris. Oui. Et tu retrouves... On a vu, t'as moins de jugement quand même. Moins de jugement. Ouais, du jugement avec les personnes qui sont là depuis toujours. Un petit peu sur la méthode, sur qui c'est ceux-là, ils font des trucs bizarres. C'est quoi cette maison ? Enfin, tu vois, la forme, machin. Bon, tu vois, mais après, c'est accepté parce que ils voient que tu bosses, ils voient que... Oui, donc, tu filmes à la personne. Hein. Ben voilà. Donc, mais c'est vrai que toute cette nouvelle population, enfin ces jeunes ou moins jeunes qui sont arrivés en même temps que nous, sont quand même beaucoup plus sensibles ou plus alertes à ce genre de projet. Et ce qui me plaît aussi, c'est le mélange. En fait, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, en fait. On a des amis, ils ont 30 ans, on a des amis, ils ont 70 ans, on a de tout âge. Tout âge. Voilà, et ça, c'est cool. Il n'y a pas de jugement de quoi ou qu'est-ce. On parle de tout, que ce soit avec les mecs, avec les filles. Enfin, ça, c'est cool. J'ai l'impression que les gens sont très à l'écoute. Ouais, il y a vraiment de la discussion, de l'écoute. Ouverture d'esprit ? Ouais, ouverture d'esprit. Comprendre. Essayer de comprendre, en tout cas. Tu vois. C'est peut-être une des choses que tu préfères, alors, du coup, sur le territoire ? Sûrement. Ouais, ça me plaît, ouais. On passe à la partie professionnelle ? Allez. Alors, il nous reste 4 heures. Le premier métier, en tout cas le plus ancien, pas le premier des premiers, je parle pas de lorsque tu avais 18 ans, c'est naturopathe ? Oui. C'est ça ? Naturopathe, tu l'avais déjà, tu as commencé le chemin de naturopathe dans l'Oise ? Alors j'ai commencé conseillère en bien-être, sans avoir le diplôme de naturopathe, parce que je faisais quasiment la même chose, en 2010. Et après j'ai passé mon diplôme de naturopathe, parce qu'en France, si t'as pas de diplôme... Ça coince. Ouais. Alors, le diplôme de naturopathe n'est pas reconnu, mais c'est pas grave, tu l'as quand même. Comment ça se passe ? Donc, t'as ce métier de... T'as dit quoi ? Conseillère en bien-être ? Oui. Conseillère en bien-être pendant quelques années. Oui. J'imagine que tu lis beaucoup de choses, tu te formes. Énormément. Pour toi ? Pour moi, déjà, à la base, pour moi. Ça, j'ai commencé déjà pour moi. Pour moi, pour la famille, pour réparer des choses. Et après, tu dis, ouais, mais ça marche le naturel en fait, c'est génial, il faut que tout le monde le sache, il faut que tout le monde le fasse. Est-ce qu'il y avait des naturopathes autour de toi quand tu étais dans ton ancienne vie, on va dire ? J'en connais pas, non. T'en connaissais pas ? Non, j'en connaissais pas, non. Donc entre tes maisons à pneus et naturopathes, t'as toujours été un peu... Un peu folle, c'est pour ça que j'aime bien les fous. C'est ça, ça doit être ça. En fait, j'ai commencé des études de naturopathie il y a une dizaine d'années. Et j'ai arrêté. Est-ce que c'était dans le but d'en faire ton métier ou c'était juste pour t'alimenter toi ? C'était dans le but d'en faire mon métier. Oui. De continuer en fait à faire ce que je faisais, mais avec un diplôme. Et j'ai arrêté parce que je savais pas m'organiser. Il fallait que je note
sur un agenda ce que je devais faire et je ne faisais pas. Et je continuais à faire mon métier, en fait. Puis c'est revenu et je me suis dit, allez, j'y vais cette fois-ci, je m'organise comme il faut et je planifie mon temps pour faire mes cours, etc. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Et j'ai passé mon diplôme. Voilà. Moi, je veux bien que tu m'expliques le cheminement. Pourquoi la naturopathie ? Ouais, déjà. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, naturopathie ? En fait, moi, je suis naturopathe hygiéniste en plus. Donc, ça veut dire que je vais utiliser toutes les méthodes naturelles pour, alors j'ai pas le droit de dire soigner, mais je vais le dire quand même, les gens, avec des méthodes simples qui sont à la portée de tous pour aller mieux. Ça veut dire soigner aussi bien les maux physiques Oui. que l'émotionnel. D'accord. Voilà, donc on va travailler, moi je travaille sur 4 piliers, l'alimentation, la respiration, l'élimination et le sommeil. Donc on met en place des choses pour que tout ça fonctionne correctement. Et ensuite, alors j'en suis venue à ça parce que j'ai eu un gros dérèglement de la thyroïde. Et on devait me l'enlever, j'avais des nodules, ponctions, nanani. Et en fait, mon médecin me dit, on l'enlève. Je dis, non, je ne l'enlève pas. Moi, ça m'appartient, je le garde. C'est ma thyroïde. Voilà, tu n'y touches pas. Occupe-toi de ta thyroïde. Et elle me dit, ouais, mais attention, c'est dangereux et tout. Donc, moi, je vais vous voir tous les 6 mois pour faire une prise de sang et puis contrôler. Je dis, ok, d'accord, mais moi, je vais me soigner naturellement. J'ai fait ça et aujourd'hui tout va bien. J'ai reçu ma prise de sang ce matin encore et ça fait maintenant, on est en 2024 toujours, et ouais, et c'était en 2011. Moi, je pense que la mémoire, ça. C'était en 2011. Non, moi les dates, alors là, même, c'est terrible. Pourtant c'est les hommes, mais moi, je crois que je suis un peu un homme pour ça. C'est vrai maintenant que je te regarde. J'ai du poil au menton. Ouais. Je crois que je vais y aller. Et donc, attends, la mémoire. Ça y est, ça y est. La mémoire, c'est parti. Mais ça, moi non plus. Alors oui, voilà, la thyroïde, dérèglement. Et en fait, je me suis soignée naturellement. Prise de sang, là encore, parce que je vérifie en fait régulièrement comment ça se passe. Et aujourd'hui, j'ai une prise de sang de jeune fille. Et une jolie thyroïde. Jolie thyroïde avec rien, pas de nodules, rien du tout. Tout va bien. Et jamais pris de médicaments. Et voilà, réglé naturellement. On peut le faire. Et là, je me dis, mais attends, si ça, je peux le faire, tout le monde peut le faire. Tu vois ? Si tu peux. Ah oui. Si moi, je peux me soigner, en fait, tout le monde peut le faire. En fait, il suffit en fait que je rencontre les gens, je leur explique des choses, et puis je vois comment eux, ils vivent. Et puis, on met en place un protocole qui leur correspond et on y va, quoi. Et c'est comme ça que je fais. Je continue à faire parce que c'est une hygiène de vie que tu mets en place. Par rapport à la naturopathie, moi, j'ai développé plus le pilier, on va dire, alimentation. Parce que j'adore cuisiner, et j'adorais déjà avant. Et ça m'a aidé aussi à régler un souci que j'avais à cause de la thyroïde, c'était la prise de poids, que je n'arrivais pas à régler. Et j'ai découvert l'alimentation vivante, qui m'a fait perdre beaucoup de poids. Transition, elle est bonne ? Transition, ok, puisque tout à l'heure, il me semble que tu as dit que tu étais chef, c'est ça ? Oui. T'es chef ? Chef en cuisine végétale et vivante. Chose que j'ai faite ici. Enfin, ici, non, je suis allée à Nantes pour... Apprendre ? Oui. Pour apprendre dans une école de raw food. Raw food. R-A-W. J'étais en train... Je te regardais, j'étais en train d'essayer... Qu'est-ce qu'elle dit ? Pourquoi elle dit toutes des drôles de mots, cette femme ? Enfin, qui est un homme. Tu dis business, tu parles anglais ? Moi aussi, je parle anglais. Business. En fait, je suis allée faire un stage chez une naturopathe qui pratique l'alimentation vivante, qui, elle, m'a fait mon protocole et qui m'a permis de perdre 10 kilos en 3 mois, puis après 5 en plus sur plusieurs mois. Et donc, je suis retournée me former avec elle en tant que naturopathe pour vraiment pratiquer ces méthodes, les proposer à mes clients, parce qu'on peut dire patients. Et donc voilà, et c'est comme ça en fait que je me suis vraiment tournée vers l'alimentation vivante, parce que pour moi c'est du bon sens. Est-ce que tu peux expliquer à tout le monde, enfin ceux et celles qui nous écoutent, ce que tu entends par... Tout le monde, tu as le droit de dire le monde. Le monde entier. Le monde entier t'écoute, Sabrina. Et le monde entier a envie de savoir ce que c'est que l'alimentation vivante. L'alimentation vivante, c'est une alimentation qui n'a pas de cuisson. De cuisson, on va dire, avec le feu. On va cuire des aliments avec... d'autres méthodes. Voilà, du sel, du citron, du vinaigre, des marinades, de la lactofermentation.
En fait, c'est ça, l'alimentation vivante. Pas de cuisson. Il y a de la déshydratation, mais c'est pas une cuisson parce que tu vas pas aller au-delà de 42-45 degrés. Pour ne pas tuer les enzymes, les vitamines, les minéraux, etc., quoi. Pour te donner une alimentation qui est vivante pour être vivant, tout simplement. Garde toutes ses propriétés. Alors, je mange de la viande, attention. Oui, elle mange de la viande, je rassure tout le monde. Très peu. Mais elle la mange crue. Moi, je conseille pas d'être 100% crudivore, on va dire. Oui. Mais si on arrive à amener 70% en fait, d'alimentation vivante à son quotidien, ça serait vraiment super. Et le reste, on fait ce qu'on veut. En fait, j'aime faire des ateliers, j'aime recevoir les gens pour leur parler de naturopathie et en même temps d'alimentation. Donc leur apprendre à cuisiner autrement. Ah oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Tu vas pas faire les repas chez les gens. Non, c'est pas plutôt l'idée, tu en fait. Si on me le demande, ok, là je vais avoir un anniversaire, j'ai 80 personnes, je vais le faire, mais c'est pas l'idée en fait. Non. C'est plutôt d'apprendre, de transmettre. Transmettre, en fait, apprendre aux gens à leur montrer que c'est facile de cuisiner vivant, quoi, tu vois, de cuisiner, on va dire. Tu gagnes du temps, même si c'est une méthode que tu connais pas, au départ, t'en perds un peu, mais après, tu gagnes tellement de temps et c'est tellement bon, tu t'amuses, en fait. Moi, je m'amuse. Je m'ennuyais avec la cuisine et là, j'ai retrouvé, en fait, vraiment quelque chose qui m'anime. Pour ajouter quelque chose, tu vois, ce week-end, je reçois aussi pendant 2-3 jours là, j'ai reçu un couple pendant 2 jours et demi qui m'ont demandé en fait à faire 2 jours et demi de naturo-cuisine pour reprendre leur santé en main. Donc je leur fais un peu de théorie pour comprendre en fait les 4 piliers, comment ça marche, etc. Et je leur apprends à cuisiner pendant 2 jours et demi. Et comme j'ai le gîte dans le Earthship, je les reçois là et on passe 2 jours et demi ensemble. On va dehors, on va voir un peu les plantes sauvages, on va faire de la respiration, on fait du réveil musculaire, je travaille les 4 piliers avec eux. En gros, je fais pas je fais pas un protocole complet, il faudrait que je les ai séparément tous les deux pour comprendre vraiment ce qui dysfonctionne. Mais déjà, je leur donne déjà pas mal de clés pour aller mieux, quoi. Est-ce que tu penses pas aussi qu'il y a peut-être comme lorsque comme lorsque je pose la question, est-ce qu'à ton avis il y a un bon moment pour changer de territoire, est-ce qu'il y a peut-être un moment aussi, un meilleur moment pour effectivement entamer cette démarche, ce chemin, ce cheminement, je sais pas comment ce changement, Le meilleur moment, c'est toi qui le décides. Le meilleur moment, c'est... Il n'y a pas de meilleur moment, c'est quand tu oses faire les choses, c'est quand t'as plus peur de faire les choses aussi. Tu vois, parce que moi, j'ai fait plein de métiers. On n'a pas parlé de tout, mais j'ai fait plein de métiers. Il ne faut pas avoir peur de se dire je vais réapprendre des choses, je vais me relancer, peu importe l'âge que tu as. On s'en fout, en fait. La vie, si tu as décidé qu'elle sera longue, elle sera longue. Et puis, la vie, il y a tellement de choses à faire dans une vie. Moi, la mienne sera trop courte parce que j'ai tellement envie de faire des choses que ça ne sera pas possible. Et en fait, c'est ton moment à toi. Il ne faut pas avoir peur de faire les choses. Il ne faut pas avoir peur de changer d'environnement. Il ne faut pas avoir peur de quitter des choses pour en retrouver d'autres. Parce que tu ne les quittes pas vraiment, en fait. Tout ce que tu fais tout au long de ta vie, ça te sert pour la suite. Donc, c'est apprendre tout le temps, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Une vie... la vie est belle, il y a trop de choses à apprendre. Enfin, trop, peut-être pas trop, mais beaucoup. J'aime bien ta réponse, parce que finalement, elle répond à que ce soit au niveau du métier que le changement de territoire, ou les changements de métier. Parce que certaines filles, certaines femmes, elles peuvent se poser beaucoup de questions là-dessus. Après, il faut avoir si on est en couple, il faut que tout le monde suive. Tu vois, il faut se poser et puis en parler aussi. Tu vois, que tout le monde soit OK avec ça. Donc ça peut prendre un peu de temps, mais... Oui, ou même si tu as des enfants, etc., c'est souvent la question. Oui, les enfants aussi, bien sûr. Quoique je pense que les enfants, c'est des fois une fausse question. Mm-hmm. Enfin, tu vois, un faux débat. Une fausse excuse. Oui, c'est une fausse excuse, tu as raison. Mm-hmm. Les enfants servent d'excuse aux parents. Tout à l'heure, tu as parlé alors je ne sais plus comment tu as dit ça, atelier, semaine, tu as parlé de jeûner. Oui, jeûner, c'est la vie. C'est-à-dire que... Rester jeune, tu veux dire? Ouais, c'est pour rester jeune, en fait, le mot est bien choisi. J'adore manger, mais j'adore jeûner aussi, ne pas manger, parce que ça fait tellement de bien. Et donc, je voulais ajouter une corde à mon arc, on va dire,
Donc avec ce jeûne, et je me suis formée en fait. Voilà. Tu l'as testé, hein, je pense l'année dernière. Bien sûr, mais même avant. Mais là, j'ai vraiment été avec une professionnelle pour avoir toutes les clés en fait pour pouvoir accompagner correctement les gens. Donc toujours, je propose ici 7 jours de jeûne hydrique. Chez toi ? Dans mon gîte. Je reçois pas beaucoup de monde en fait, 2 à 3 personnes, pas plus. Pour l'instant, je veux pas plus de monde parce que je veux vraiment être avec elle. Avec elle ? C'est que des femmes ? Elle, avec les personnes. Elle. Ah, pardon. je suis mal. Une nouvelle fille de la campagne, moi je parle que des meufs. Hein. Non, mais en fait, c'est marrant parce que c'est souvent des couples et ça, c'est chouette. D'accord. Ça me plaît. Ouais. Et t'as dit hydrique ? Hydrique, tu bois de l'eau. Alors, pourquoi un jour on décide de jeûner ? Pourquoi on décide de jeûner ? Parce que si on décide de le faire, c'est que dans notre tête, on se dit il y a un truc qui va pas et il faut remettre en place les choses, quoi. Ah, mais on pourrait dire d'autres... Oui, mais si tu décides de faire un jeûne, c'est que déjà tu t'es renseigné de ce que c'était. Donc peut-être tu as été voir une naturopathe qui t'a dit il faut faire un jeûne. C'est bien. Et donc tu as pris la décision parce que tu es fatigué, parce que tu as envie de nettoyer ton corps et puis de réparer des choses. Tu as envie d'expérimenter. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner. Tu vois, il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner. Ça, des jeunes, t'as dit. Il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner. Oui, des maladies très importantes, moi je ne les prendrais pas en jeûne. Déjà, avant de recevoir des jeûneurs, je vais d'abord les appeler pour savoir, en fait, pour poser quelques questions, en fait. Je ne prends pas des pathologies trop lourdes. Et si c'est pour une perte de poids aussi, tu peux aussi... Et là, c'est pareil, il y aura un questionnaire aussi. Si on est en obésité morbide, je ne prends pas. Oui. Tu vois, Enfin, tu as une espèce aussi de protocole, de go, no go, entre les profils que tu... Oui. Et puis après, il n'y a pas d'âge en fait, mais c'est encore une fois, ça dépend aussi de l'état physique et moral, bien sûr, aussi. Un jeûne, c'est en fait, c'est un peu à la mode, on va dire, le jeûne. Jeûne intermittent, c'est un peu à la mode, le jeûne. Et les gens font un peu ça chez eux. Je vais faire 3 jours, puis après je vais faire 5 jours. Mais en fait, il y a une préparation. Il y a un accompagnement, il peut se passer des choses pendant ces 3 jours encore, ça va, mais si tu fais au-delà, il se passe beaucoup de choses selon les pathologies que tu as eues dans ta vie. Parce que le corps se répare de lui-même, en fait. Et donc, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, si tu n'es pas accompagné, si tu ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça, en fait, tu peux faire des erreurs déjà, aussi, et faire pire que mieux. C'est bien que tu le dises. Avec la reprise alimentaire, par exemple, tu peux faire pire que mieux. Donc pour toi, selon toi, tout jeûne doit être accompagné. Oui. Au-delà de 3 jours, il doit être accompagné. Ça, c'est sûr. Ok. Donc cette maison, elle est en lien avec mon métier. Il y a le gîte parce qu'on n'avait pas dans l'Oise. Donc ici, on a fait un gîte parce qu'on avait tellement de demandes de visites pour dormir à la en qu'on s'est dit, en Dordogne, ça va être encore pire. Donc en fait, on s'est dit, on va faire un gîte. Donc c'est un petit gîte qui est dans la maison, qui est au bout, là, et on vit un petit peu avec les gens, mais ils ont quand même leur espace très privé, quand même. Hein. Il y a une cuisine, il y a une salle de bain. Oui, ils sont indépendants. Ils sont indépendants. Ils mangent pas avec vous, ça fait pas chambre d'hôte. Ils mangent pas avec nous. C'est un gîte, c'est pas une chambre d'hôte. Moi, je propose des repas. Donc, les gens qui viennent pour découvrir la maison et le concept et nous demander plein de questions, nous poser plein de questions sur la maison, généralement, moi, je leur propose le repas. Ils découvrent l'alimentation vivante. C'est un tout. Ouais. Et on passe, ils veulent toujours manger avec nous, donc on passe du temps comme ça à parler de la maison, à parler de santé, à parler de cuisine, à parler de... Ouais. Donc en ça fait tout est en lien en fait. Ouais, j'allais dire ta vie au global. C'est ça. Qu'est-ce que t'apporte, toutes ces casquettes ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Ouais. Puisque tu as eu d'autres métiers avant, mais depuis que tu as tout cet univers, j'ai envie de dire... ça m'apporte... Attends... Qu'est-ce que ça m'apporte ? Déjà, en fait, ce qui est bien, c'est que je travaille dans un lieu qui me plaît. Donc ça, c'est cool. Je reçois ici, je travaille de chez moi. C'est pas toujours cool parce que j'en ai besoin de sortir aussi, de voir d'autres personnes, voir des personnes. Et ça, j'en ai besoin. Donc c'est bien de travailler chez soi, mais en même temps, il faut sortir un peu. Donc ça m'apporte... Moi, je suis bien, je suis tranquille, en fait. Je développe mon activité. C'est quoi que tu préfères le plus ? Au calme. Dans ta nouvelle vie, dans tes nouvelles activités ? Qu'est-ce que je préfère le plus ? Ouais. Faire plaisir aux gens.
les mettre, on va dire, sur la bonne voie de la santé, du bien-être en général, ça me plaît, ça j'adore. Puis quand je vois dans leurs yeux en fait qu'ils ont envie, puis que voilà, et ça va se faire, et puis quand je reçois des messages, et puis voilà, et je suis contente quoi d'avoir réussi quelque part quelque chose comme ça, et ils sont contents. Et les choses les plus compliquées avec ton univers? Je parle d'univers, c'est sur la globalité de toute. C'est la communication. Oui, c'est vrai. Ça, c'est dur. Parce que, ici, c'est un petit village. Et après, Nontron, c'est pas super grand non plus. Donc, voilà, t'es un peu loin de tout. Et donc, il faut se bouger. De toute façon, c'est partout pareil. Je pense que ça va moins vite que ce qu'on voudrait. Je pense que dans l'Oise, en fait, j'arrivais à faire des ateliers avec pas mal de monde, quoi, et régulièrement. Que ici, je me pose des questions. Quand je fais un atelier, t'as 3 personnes, tu dis, bon, c'est moitié moins que ce que tu faisais, voilà, donc Après, il y a moitié moins de monde. Oui, c'est ça, ou peut-être encore moins que moitié, mais... Ouais, j'allais dire. Ouais. Oui, c'est ça, donc il faut trouver des formules différentes, en fait, pour y arriver. Alors, et avoir plusieurs casquettes pour pouvoir y arriver. Peut-être qu'en ruralité, en campagne comme ça, il faut qu'on déploie plusieurs mini-métiers ou plusieurs expertises. Ça te fait flipper ? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Non. Moi, je suis une challengeuse. J'aime bien les défis. La mort du micro. Si ça marche pas, est-ce que tu changes de métier ou tu bouges pour pouvoir continuer à faire ce qui te fait kiffer comme métier ? Si ça marche pas, ouais. Alors après, ça dépend ce qu'on met derrière. Ça marche pas, mais si ça marche pas, c'est que tu as décidé que ça marcherait pas. Si tu as décidé que ça marchera, et tu trouveras le moyen d'y arriver. Ça, c'est un peu mes restes de mon ancien métier. Je faisais du marketing relationnel. Je coachais beaucoup de monde, beaucoup travaillé dans le développement personnel, et donc ça m'aide. Le fait de construire des maisons, ça m'aide aussi. Moi, j'ai plusieurs moyens d'être rémunérée. C'est pas que la naturopathie qui me rémunère, sinon je gagnerais pas ma vie. C'est pas que les ateliers de cuisine qui me rémunèrent, sinon je gagnerais pas ma vie. C'est un ensemble. C'est une construction d'une vie qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à gagner ma vie, en fait, avec plein de métiers différents. J'ai plein de sources de revenus, on va dire. Mais au global, pas forcément sur toi, mais tu penses qu'effectivement, pour pouvoir y arriver en campagne, on est obligé de déployer plus d'efforts, plus de compétences ? Comment tu vois les choses là-dessus par rapport à l'argent ? Ça dépend le milieu, ça dépend ce que tu as envie d'avoir aussi, la vie que tu as envie d'avoir. Ça dépend le revenu que tu as envie d'avoir. Tu vois, il y a des gens qui vont se contenter de très peu, et il y en a qui vont être perdus s'ils n'ont pas grand-chose, tu vois. Si tu travailles aussi, nous on travaille beaucoup notre autonomie alimentaire, ça c'est un budget aussi. Nous on paye pas de facture, 0 EDF, 0 eau, tu payes pas de facture. Donc tu as une vie autre, tu as besoin de moins de revenus. Tu vois, ça c'est quelque chose auquel on a réfléchi aussi. Tu vois, on va changer de vie, on veut travailler moins. Donc, pour travailler moins, il faut payer moins de factures. Comment tu fais pour payer moins de factures ? Faut pas en avoir. Il n'y a pas de secret. Est-ce que tu penses que vivre en ruralité, ça coûte quand même moins cher que vivre... Alors, non, ma question n'est pas bien posée. Est-ce que tu penses qu'on a... Moins de besoins ? Moins de besoins, et quand même, est-ce qu'on a besoin de moins aussi d'argent quand tu veux vivre en campagne ? Attention, je prends un schéma avec papa, maman, ou papa, ou maman, et des enfants. Est-ce que tu as besoin de moins d'argent avec une famille Ouais. Est-ce que tu penses que la campagne, elle coûte moins cher pour une Alors famille ? Tu vas avoir des dépenses autres, par exemple pour se déplacer. Tu as le budget carburant, tu as le budget trajet qui va faire que. Après, tout le monde ne travaille pas l'autonomie alimentaire. Donc le budget, ça reste le même. Tu payes quand même moins cher ton alimentation ici parce que tu as tellement de marchés autour où c'est vachement moins cher que dans l'Oise, tu vois. Et donc ton budget, après, les gens cuisinent plus par ici, je trouve. Tu vois, la vie, elle n'est pas pareille. Tu prends le temps de faire les choses. Dans l'Oise, t'achètes la salade en sachet, quoi. Tu l'ouvres et voilà, tu manges vite fait, toi. T'as pas le temps de manger. Tout va tellement vite. Ici, tu prends plus ce temps. Enfin, moi, les gens que je côtoie, en tout cas, c'est ça. Pourquoi ça va plus vite dans l'Oise qu'ici ? Je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas pourquoi, en fait.
on se crée des besoins. Que ici, on a moins besoin de choses, je trouve. On vit plus simplement, je crois. Pas tout le monde, hein. Bien sûr, il y a encore des gens qui ont besoin d'avoir des choses pour exister, tu vois. Après, c'est aussi nous, on a eu ça, hein, attention, hein. Nous, on a eu une vie, on a eu beaucoup de besoins, en fait, hein. On pensait avoir besoin de choses pour exister. En fait, tu t'aperçois, à un moment, tu te poses, tu te dis, mais attends, à quoi ça te sert, ça? T'as 4-5 bagnoles, enfin, pourquoi faire? Elles roulent pas, elles roulent une fois dans l'année, bah, t'en as pas besoin, tu les vires, quoi, tu les revends. On a eu ça. On a eu et après, ben voilà, tu te poses, tu réfléchis, tu as besoin de quoi, en fait? Bon, c'est quoi la vie? C'est travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Pour gagner beaucoup d'argent et puis Acheter de la salade en sachet? Voilà, c'est ça. Donc c'est quoi la vie? Qu'est-ce que tu veux vraiment, en fait? Bah, moi, c'était, je veux prendre le temps. Bah, mon mari, c'est pareil, c'est prendre le temps de vivre les choses et de manger nos légumes, par exemple, tu vois. Donc manger tes légumes, faut pas travailler beaucoup parce que ça prend beaucoup de temps, en fait, de faire tes légumes. Donc, tu travailles moins, tu gagnes moins, donc faut payer moins de factures. Enfin, tu vois, ça revient en fait à tout ça, quoi. Voilà. Faut revoir un peu ton système économique. Et alors toi, je sais que quand t'es arrivée, tes enfants étaient déjà grands. Oui. Qu'est-ce que tu penses des gens comme moi, par exemple, hein, qui sont venus avec des enfants? Et comment... Est-ce que toi, des fois, quand tu regardes autour de toi, etc., tu te dis, tiens, est-ce que j'aurais pu venir avec des enfants en bas âge ou à 8 ans, 10 ans, enfin, tu vois? J'aurais tellement aimé. Mais c'est une chance pour eux. C'est une chance pour eux. Non, alors, vivre en ville, c'est bien aussi. Il y a des villes où tu vas apprendre plein de choses. Il y a des villes, tu vas à Paris, c'est sûr que c'est une ville où c'est tellement riche, tu apprends plein de choses. C'est pas les mêmes choses. Mais vivre à la campagne, c'est tellement riche aussi que c'est génial. C'est aussi une chance pour eux. Je pense que toute vie est une chance. Après, c'est à eux de voir comment ils vont transformer leur existence. Il n'y a pas de vie meilleure qu'une autre, en fait. Tout dépend, en fait, comment ils vont l'exploiter. Tu vois? Ça dépend de ce qu'ils veulent faire de leur vie. Peut-être que ce qu'ils vont apprendre à la campagne, ça va pas du tout leur servir quand tu vas être plus grand, mais ça m'étonnerait. J'aurais aimé, en fait, parce qu'ils auraient plus apprécié, en fait, ce genre de vie qu'on leur offre. Qu'aujourd'hui, en fait, ils l'ont pas vraiment vécu. Ouais. Donc ce c'est que plus toi dur. tu vis aujourd'hui. Voilà, c'est plus dur leur faire pour comprendre. Ouais. Pour eux, en fait, ils trouvent que on a bavé quand même de construire 2 maisons en 3 ans, donc ils ont vu ce côté-là, eux, tu vois. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas trop envie. Donc ça viendra peut-être plus tard. Ouais. Alors que peut-être des enfants qui étaient plus petits, immergés plus rapidement, ils vont avoir un meilleur... Ou pas, ça dépend tellement de l'enfant par lui-même. On peut pas dire, tu sais... 2 enfants, tu crois que tu vas les élever pareil, mais en fait, ils vont avoir 2 vies complètement différentes. Hein. Tout à fait. Ça veut dire quoi pour toi, vivre en ruralité? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, pour moi, ça veut dire le calme, ça veut dire respirer, regarder, écouter. Et puis, le temps passe moins vite, j'ai l'impression. C'est ça, en fait. Ah ouais? Ouais. J'ai l'impression que, oui, je prends mon temps, je gagne du temps, en fait, j'ai l'impression. D'accord. Ouais. Parce que tu apprécies mieux les choses. Parce que tu regardes, tu écoutes et tu prends le temps de ça. Et donc, comme tu prends le temps, tu gagnes du temps. Je sais pas, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Quelle drôle d'idée. On va garder cette phrase. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué à vivre en campagne pour toi? C'est joli ce petit bruit. Voilà sa réponse. C'est... Ok. Non. C'est bien. Non, il n'y a rien de compliqué. D'accord. Merci. Est-ce que, tu sais que j'ai un peu créé ce podcast par rapport aux idées reçues, que je sais, voilà, il y a ce fameux mot, la société ou l'intelligence collective aime donner à la ruralité. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'idées reçues, de clichés, de préjugés liés à vivre à la campagne? On est tous des ploucs, on n'y connaît rien, il n'y a rien à faire, on se fait chier. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Mais en fait, quand les gens viennent nous voir,
des gens qu'on connaît, en fait, ils me disent, mais vous êtes atterri où là? C'est quoi ce Donc des gens de ton ancienne vie. Ouais, c'est quoi ce trou paumé en fait? Mais il n'y a rien autour. Mais il faut rigoler ou quoi? Il y a tout, il y a l'essentiel. Mais quand tu commences à leur faire découvrir, on dit ah ouais, il y a ça, il y a ça. Mais en fait, on s'imagine tellement que pour être bien, il faut avoir 10 magasins qui te vendent la même chose ou tu vois. Et c'est ça en fait qui est difficile pour les gens, c'est de croire qu'on est vraiment dans un lieu complètement paumé, quoi. Mais non. Pas du tout. Donc dans les clichés, les idées reçues, les clichés, c'est ça en fait, de se dire ils sont partis dans un trou qui a rien à faire et qui a rien à faire. En fait, ils ont peur. Enfin, c'est leur ouais, peut-être des projections, peur de s'ennuyer, peur d'être avec eux-mêmes, je sais pas. Ouais, c'est ça, peut-être, oui. Peur de s'ennuyer. C'est-à-dire, tu vois que là, ils ont besoin d'avoir du bruit, de la foule, tu vois, que ça bouge en fait. Ouais, ou ils ont peut-être, ils ont l'impression d'avoir besoin de ça. Oui, ils ont l'impression, mais c'est un stress quotidien en fait. T'es dans le stress quotidien. Et moi, j'avais plus envie de ce stress-là. Donc ça, c'est une chose déjà. Et qu'est-ce que tu leur dis à ces gens, hormis leur faire visiter effectivement le territoire, mais quand tu vois ce genre... Qu'est-ce que tu recherches en fait dans ton lieu de vie? Qu'est-ce qu'il te faut autour de toi pour avoir ça? Ils t'énumèrent des choses. Tu vois, on a ça. Tu vois, on a ça. On a ça. On a tout en fait. Voilà. Est-ce que tu peux me dire, là, aujourd'hui, ce dont tu es la plus fière ou la plus heureuse, parce que certaines n'aiment pas trop le mot fière, mais la plus heureuse, aujourd'hui, là, maintenant? Écoute, je me dis que déjà, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je suis vraiment contente d'avoir vécu cette vie, même si elle s'arrête là. En fait, je serais contente d'avoir fait... Non, je sais pas maintenant, s'il te plaît, pas pendant le podcast. Non, mais je me dis que voilà, j'ai déjà réalisé beaucoup de choses et ça, j'en suis très contente. J'ai encore beaucoup de choses à faire parce que la vie nous offre beaucoup de choses. Et donc, c'est pas fini, quoi. Mais déjà, tout ce que j'ai fait, j'en suis très contente. Voilà. Si on en retient une, c'est quoi? Mon évolution professionnelle. Parce que je suis partie de rien, on va dire. Et je trouve que je suis bien débrouillée. Et c'est pas fini. J'apprends toujours. Il y a des étoiles qui se tournent autour de sa tête. J'aime apprendre, en fait. Voilà, c'est... On est presque à la fin de la conversation. Est-ce que tu as une femme, et tu peux m'en donner 2 si tu veux, à me recommander pour prendre la place au micro? Ouais. Alors, j'en ai une qui s'appelle Sandrine Planck. Je la connais pas. Je ne sais pas qui pourrait l'interviewer, mais ça serait vraiment intéressant, je trouve. Tu penses? Oui, parce que tu es une nouvelle fille de la campagne aussi. Tout le monde me le dit. Eh oui. Et sinon, non, sinon, oui, bien sûr, mais il y a Marine, une petite jeune amie qui a 30 ans et qui est avec Mathieu, son compagnon, et son petit garçon Lou, qui sont arrivés sur le territoire il y a 1 an. Et vraiment, elle est formidable. Elle veut développer des choses incroyables ici. Elle commence déjà et développe pas mal de choses. L'autonomie, beaucoup. Mmh. Et elle voudrait créer une ferme pédagogique. Et là, elle s'est lancée dans des trucs artistiques et tout. C'est trop beau. C'est trop chouette. Par rapport à tous tes domaines de pratique et d'activité, est-ce que tu as un ouvrage, livre, film, des ressources en fait que les gens pourraient aller consulter, qui parlent un peu de tous tes sujets et que toi, tu as trouvé intéressant, tu as trouvé enrichissant? Alors, je sais qu'il y a ton livre qui va sortir. Enfin, il faut trouver encore un éditeur. Allô. Est-ce que toi, il y a des ouvrages, des films, des documentaires, je ne sais pas, qui t'ont aidé, qui t'ont inspiré et que tu voudrais partager? Il y a un livre. Ouais. C'est La vie en abondance. D'accord. La vie en abondance d'Irène Grosjean. Ça, c'est vraiment le déclic pour moi de cette transformation au niveau de mon métier, au niveau physique et moral. D'accord. Voilà, La vie en abondance. La vie en abondance. Ça, c'est un bouquin. Ça, c'est un bouquin. Qu'est-ce que tu as gagné en changeant de territoire? D'être moins stressée, de vivre plus paisiblement. Voilà, c'est ça que j'ai gagné en fait. C'est ça, l'évolution de la vie en fait. Qu'est-ce que j'ai gagné? Tu gagnes toujours en fait. À chaque fois que tu évolues dans ta vie, de toute façon, tu gagnes quelque chose. Donc peut-être que j'ai gagné quelque chose là dans l'évolution de ma vie, mais je vais en gagner encore dans une autre vie. Elle n'a pas fini. Elle nous fatigue. Elle me fatigue rien qu'en parler.
Tant qu'on bouge, tant qu'on vit, il y a plein de choses à faire. Donc, on gagne toujours des choses. Si demain, quelqu'un te dit qu'il a effectivement envie aussi de changer de vie, alors que ce soit, quand je dis changer de vie, ça peut être un déménagement d'un territoire à un autre, ça peut être de mode de vie, ça peut être de métier, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? Alors, tu sais, c'est un peu comme quand on parle de sortir de sa zone de confort. Moi, j'aime pas employer ce mot-là, j'aime bien élargir sa zone de confort. Donc, en fait, changer de vie, c'est pas ça. C'est poursuivre, en fait, sa vie autrement, autre part. Donc, c'est pas changer, c'est continuer. Mais faut le faire, quoi. C'est quand on a envie, faut pas attendre que les autres te disent oui, non. C'est à toi de décider, en fait. C'est ta vie à toi, c'est pas la vie des autres. Hein. Ouais, mais pour certaines personnes, c'est pas facile. Pas facile de pas écouter les autres. Non, pas facile d'oser, enfin de pas être forcément. C'est que c'est pas le moment encore. Donc c'est voilà. Donc le déclic qui viendra et quand ou pas ou pas, comme quand je dis. Mais faut savoir prendre, faut savoir comprendre les choses qui viennent à toi aussi. Hein. Et il faut pas avoir peur d'avoir peur et d'y aller quoi. C'est parce que la peur, c'est ce qui fait avancer. Au-delà de la peur, il y a le bonheur. La peur, elle paralyse aussi. Oui, elle paralyse, mais une fois que t'as réussi à faire ça, tu te dis, en fait, c'est pas si dur. Puis c'est génial derrière, en fait. J'y vais. Là, ça fait peur. Non, mais vas-y, tu vas voir. Et puis c'est comme, je sais pas, la première fois que tu vas faire un plongeon, et puis tu dis, oh, mais c'est génial, en fait, je recommence. T'as peur, et puis... y a une question que je pose toujours, c'est effectivement de demander, voilà, si les gens de ta famille, ton entourage, ils ont suivi ton évolution, pas ton évolution dans la vie, pas ton changement de vie, mais ton évolution dans la vie. Tout à l'heure, tu as parlé aussi de tes enfants qui finalement n'ont pas vécu en ruralité, donc ils ont peut-être une perception un peu étrange de tout ce que tu vis. Malgré tout, s'ils étaient autour de la table, qu'est-ce qu'ils te diraient ? Quand on leur a dit on va partir, on leur a dit qu'est-ce que ça vous fait si on part en Dordogne ? Ils nous ont dit allez-y, foncez, c'est votre vie. Donc voilà. Donc ils me diraient c'est ça, c'est bien ce que vous faites. Parce que c'est chacun sa vie, quoi. Donc ils te suivent. Oui. Enfin, dans tes aventures. C'est ça. Mais de loin. De loin. Ok. Est-ce que tu as déjà eu dans ton entourage proche, ta famille, ou même les réseaux professionnels, un super compliment, quelque chose qui t'a vraiment fait plaisir par rapport à tout ce que tu as entrepris ? J'ai eu un compliment, je l'ai pris comme ça. Enfin, tu vas voir la phrase oui et non. Il y a un mot que j'aurais voulu. J'ai peur. Donc en fait, j'ai posté une vidéo là sur une recette et puis en fait, on m'a mis un commentaire que j'ai adoré moi en fait. Elle me met on dirait une vieille fée moderne. Bon, après je lui ai dit le mot vieille un peu trop, mais en fait, ça m'a fait vraiment rire en fait, voilà, et j'ai vraiment aimé ce compliment. Une vieille fée moderne. Et ça m'a plu. C'est un beau compliment, je trouve. Ouais. Tu te qualifies. Vieille, ça m'embête. Mais, ouais. mais c'est comme ça, tant pis. Tu peux pas modifier. C'est comme ça que j'ai été vue. Mince. Pour terminer, une phrase, un mot pour la fin. Merci. Ça, c'était original. Merci Très Sabrina. Original, super. T'as pas autre chose ? Vive les bananes. Vivement les bananes, ouais, j'ai hâte. Non, c'est cool en fait. Je suis fière aussi d'avoir participé à ce podcast. Je pense que j'espère qu'ils vont aller loin tes podcasts parce que c'est vraiment chouette ce que tu fais. Donc merci que j'en fasse partie en fait. Je suis vraiment contente, fière d'en faire partie. Ah, ça, c'est cool. Et j'aimerais vraiment rencontrer les filles qui ont déjà participé ou qui vont participer. Ça, j'ai hâte de les rencontrer. Il faut que je prenne le temps de faire. C'est ça, en fait. Donc, le mot pour la fin, c'était ça ? Je ne sais plus ce que tu as dit. Tu as dit vive les bananes. Et c'était ça. Ouais, tu as dit OK. Merci, Sabrina. Merci, Sandrine. À bientôt. Avec plaisir, oui. Allez, merci beaucoup. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, eh bien abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com,
tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des Nouvelles Filles de la Campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des Nouvelles Filles de la Campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!